Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Christelle Taillarda, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce podcast du diocèse de Troyes. Vous êtes la directrice de l'agence départementale du tourisme de l'Aube. Ce département, et ce sera notre première question, est-il un département à vocation touristique ? Alors ça, c'est une excellente question. A priori, l'Aube n'est pas connue comme un département touristique. Et en plus, nous sommes presque au milieu de la diagonale du vide, considéré comme le désert en termes de tourisme, voire d'attractivité pour habiter. Et assez étonnamment, ce qu'on constate depuis cette année, en tout cas depuis la période post-Covid, c'est que nous sommes justement les territoires qui bénéficient de la plus grande croissance touristique. Pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, le mot tourisme, c'est presque un mot qui fait peur. Le touriste fait peur, le touriste est envahisseur, le touriste pollue, alors que finalement, dans nos régions, jamais le surtourisme n'a eu d'effet collatéral qui a été nuisible pour les habitants. Le touriste est presque l'autre, et c'est la rencontre de l'autre, l'altérité, c'est que du positif dans notre territoire, le tourisme. Et finalement, chez nous, nous devenons, j'ai presque envie de dire, c'est un peu ambitieux ce que je vais dire, mais nous devenons le territoire du tourisme agréable. Donc oui, nous allons être le lieu du nouveau tourisme, celui qu'on aime. Les élus ont plusieurs fois répété qu'il manque à ce département la mer et la montagne. Bon là, on peut pas y faire grand-chose malheureusement. Mais quels sont les atouts touristiques de ce département ? Eh bien justement, c'est de ne pas avoir la mer et la montagne. Parce que aujourd'hui, en bord de mer, eh bien, il y a des risques. Il y a en général des pics de chaleur, sauf en Bretagne, mais et encore, même en Bretagne. Donc la mer, c'est le lieu où on peut plus poser sa serviette. Et la montagne, aujourd'hui, c'est le lieu où il n'y a plus assez de neige et où finalement tous ces prestataires touristiques qui se sont construits autour du tourisme hivernal ne savent pas comment se reconvertir. C'est le lieu où il y a eu énormément de bâtis un peu sauvages et qui a détruit le paysage. Eh bien, tant mieux, nous n'avons pas ça, nous avons été préservés. Donc, je pense que aujourd'hui, ne pas avoir la mer à la montagne, mais avoir les grands lacs, avoir du patrimoine, avoir une nature, avoir un parc naturel de la forêt d'Orient qui est préservé et sur lequel on a pas simplement encore, on a à nouveau des migrations d'espèces qu'on ne voit plus ailleurs. Ça, c'est une vraie chance. Alors parlons maintenant d'un tourisme bien spécifique qui occupe une place de choix chez nombre de visiteurs, le tourisme religieux. Alors tout d'abord, est-ce la bonne expression ? Et qui sont ces touristes ? Des croyants, des curieux ? Est-ce que l'on connaît leur profil ? Alors, c'est vrai que nous sommes le département qui est le plus riche de France en termes de patrimoine religieux, d'objets et de patrimoine bâti, de vitrail bien sûr, on va en reparler. C'est une chance énorme parce que en France, en tout cas, le patrimoine religieux, il se visite presque librement, gratuitement. Évidemment, il faut que l'église soit ouverte. On sait que c'est un vrai sujet. Mais bon, globalement, on n'est pas comme en Espagne à devoir payer 12 € l'entrée pour aller à la Sagrada Familia. Quand je dis 12 €, je pense que c'est même plus. Donc chez nous, c'est le tourisme qui fait sens pour beaucoup de gens, y compris des gens qui ne pratiquent pas ou des gens qui ne se diraient même pas croyants. Je pense qu'aujourd'hui, en revanche, dans ce qu'on voit dans les églises, dans ce qu'on voit sur les lieux les itinéraires, comme le Saint-Jacques de Compostelle, comme la Via Francigena, on a beaucoup de gens qui sont en recherche de sens. Peu se disent athées, beaucoup se disent agnostiques. Et j'ai envie de dire, c'est presque un manque de culture religieuse qui fait que ces gens-là ne se disent pas croyants, parce que sinon ils y trouveraient évidemment une réponse à leurs questions. Est-ce que ce tourisme se limite à Troyes ou à l'agglomération et quels sont les sites les plus visités dans l'Aube ? Alors évidemment, à Troyes, on a la cathédrale qui est un joyau, on a l'église de la Madeleine qui est un joyau. Enfin, toutes ces églises, en plus, qui sont tout ouvertes à Troyes et facilement accessibles. On a envie de dire que c'est le centre de la visite du patrimoine religieux du département. Et pour autant,
énormément de très belles églises dans l'Aube. On a des maires, on a des bénévoles, on a des communautés qui sont prêts à faire l'effort justement d'ouvrir leurs églises. Donc on a quand même un véritable engouement autour du patrimoine religieux, y compris en ruralité. Et quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que souvent on se dit il faut créer des activités pour le tourisme dans l'Aube, autour des gîtes. On a beaucoup de gîtes, des chambres d'hôtes. C'est souvent là que les gens viennent se reposer. Eh bien, quand ils viennent pour faire du tourisme à la campagne. Ils viennent pour se reposer. Ils ne viennent pas pour avoir un parcours minuté avec une activité toutes les heures. Et la première chose que ces gens-là font, c'est peut-être se reposer d'abord une demi-journée dans leur gîte au coin du feu ou dans leur jardin sur un transat. Et la première chose qu'ils font quand ils sortent du gîte, c'est d'aller visiter l'église. C'est un repère pour eux. Et si en plus, quand ils vont dans l'église, comme à Chaours par exemple, ou à Aix-en-Othe, et qu'il y a un organiste qui est en train de jouer un morceau, de répéter un morceau, puisqu'on a quand même beaucoup de festivals d'orgue, et que ces gens-là répètent au quotidien. Je vais vous dire, quand les touristes rentrent dans une église et qu'ils entendent l'orgue, pour peu que quelques bougies soient allumées, ils sont transportés en fait. Et là, ils se disent, waouh, c'est pas juste une église en fait, c'est une ambiance, ce sont des odeurs. En fait, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le tourisme de sens, y compris dans les églises. Les odeurs, la vue, qu'on entend évidemment, la lumière dans les églises, très important. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Alors, la question de l'ouverture des églises dans le milieu rural fait débat souvent. Vous parliez de l'église de Chaours, elle est ouverte évidemment parce qu'elle est magnifique. Les autres non, pour la plupart, pour une question de sécurité, pour l'objet mobilier tout simplement. Est-ce qu'il faudrait davantage ouvrir ces églises ? Comment l'agence départementale du tourisme peut œuvrer en la matière ? Alors l'agence départementale peut faire la promotion des églises ouvertes. Malheureusement, on ne peut pas sécuriser les églises. On sait que la présence de caméras ou d'outils de surveillance fait débat dans les églises et c'est bien normal. Le département est en train de mobiliser en tout cas des ressources avec les archives départementales sur l'ouverture des églises. J'espère que ça va aboutir. En théorie, plus une église est ouverte, moins elle est pillée. Autre exemple, c'est justement ce que vous venez de dire, Jean-François, c'est l'église de Chaours qui vient de se faire voler une tête de statue récemment. C'est un drame, un retable magnifique qui a été vandalisé. Voilà, il faut à la fois qu'on préserve quand même notre mobilier exceptionnel et en même temps, il faut trouver des moyens d'ouvrir, peut-être avec une médiation. C'est pas en les laissant fermer qu'on va les protéger plus parce qu'on peut on peut être bien tranquille en cambriolant une église fermée. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, l'Aube et les vitraux. On sait que c'est un des joyaux du département. Vous pouvez tout rappeler pourquoi l'Aube se démarque en France et en Europe grâce à ce patrimoine ? Oui, alors effectivement, 9000 m² de baies classées avant le 18e. Donc, c'était un territoire exceptionnel en termes de vitraux préservés. Non pas que les autres n'en avaient pas, mais ils ont été souvent bombardés pendant les guerres. Et finalement, nous, depuis les guerres de religion, on a relativement peu souffert des bombardements. En tout cas, les vitraux avaient été déposés et ont été reposés après les grandes guerres. Donc ça, c'est une chance énorme. Nous avons aussi des grandes familles de maîtres verriers qu'on a réussi à préserver, une vraie tradition de travail du verre. Surtout, ce qui est très très important aujourd'hui, on a du vitrail contemporain, reconnu, à commencer par David Tremlett à Villenox-la-Grande, que j'ai eu la chance de rencontrer à Londres. Il n'imaginait jamais que finalement son œuvre soit aussi reconnue aujourd'hui. Voilà, on n'aime pas. Globalement, aujourd'hui, par exemple, Villenox, c'est un joyau du vitrail contemporain connu ailleurs qu'en France. Il y a un tourisme spécifique pour le vitrail. Est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce que c'est un phénomène qui est en train de se développer ? Alors oui, c'est assez récent et je pense très honnêtement que la Cité du Vitrail a vraiment contribué à remettre cet art à la mode. On a beaucoup communiqué, le département a beaucoup communiqué sur l'ouverture de la Cité du Vitrail et assez étonnamment, bien sûr, on a eu des magazines d'histoire et des magazines qui mettaient en valeur le patrimoine historique du vitrail, mais on a aussi eu des magazines de décoration. Et on s'est rendu compte que finalement, eh bien, il y avait peut-être, est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne pense pas. Une forme de mode qui revenait de peindre du verre à l'intérieur des beaux appartements, des bâtiments publics. On l'a fait dans l'Aube
de manière très volontaire, notamment au centre de congrès, par exemple, où on a remis du vitrail partout depuis 2014. Et aujourd'hui, ça devient presque une mode. Donc, j'ai envie de dire, je crois, en tout cas, j'espère que ça va devenir autre chose qu'un tourisme d'érudits du patrimoine et que ça va devenir presque un tourisme d'art, gens qui apprécient ces couleurs et ce nouvel art. Vous venez de citer la Cité du Vitrail, ça va bientôt faire 1 an que la cité est ouverte en décembre 2022. Quelle est la spécialité du lieu, sa spécificité ? Alors, d'abord, c'est un vrai succès. La Cité du Vitrail a dépassé ses 50 000 visiteurs en juin, alors qu'on attendait 50 000 visiteurs sur l'année. Donc, on va peut-être doubler, ou en tout cas faire 50% de plus de visiteurs que ce qu'on espérait. C'est un vrai succès. Nous avons à l'agence départementale, au niveau des offices de tourisme, nous avons énormément de retours extrêmement positifs des gens qui sont venus pour visiter la cité. C'est plus qu'un musée, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on peut découvrir l'histoire du vitrail, mais on peut aussi s'asseoir, on peut regarder un film, on peut s'expérimenter avec des enfants sur le travail du verre. Donc c'est plus qu'un musée, c'est un lieu qui est un marqueur pour la ville de Troyes et pour le département de l'Aube, parce que il faut le dire quand même, malheureusement, nous n'avions, et ça a été un reproche qu'on m'a beaucoup fait les premières années où j'ai dirigé l'agence départementale du tourisme, les tour opérateurs me disaient « Merci Madame Taillarda, c'est super ce que vous nous montrez, mais nous n'avons pas de première raison de venir dans l'Aube. » Et je crois aujourd'hui que la Cité du Vitrail est une première raison de venir dans l'Aube. Pour toutes ces richesses touristiques, tourisme religieux, Cité du Vitrail, concrètement, comment agit l'agence départementale du tourisme ? Alors, c'est compliqué de faire de la promotion d'un patrimoine aussi diversifié. Donc souvent, on nous dit pourquoi vous ne faites pas de la communication dans le métro à Paris. Je ne sais pas si vous êtes allé dans le métro à Paris récemment, mais il n'y a plus les grandes affiches, c'est fini. Maintenant, il y a 3 écrans LED et on répète le même message. Donc le message, il est de plus en plus court et il est de plus en plus répété. Quel message répété pour l'Aube ? Il n'y en a pas. L'Aube, c'est le territoire du bien vivre, c'est la diversité. Et si on parle de vitrail, eh bien, d'aucuns vont dire mais vous oubliez Napoléon. Et si on parle de Camille Claudel, d'aucuns vont nous dire vous oubliez Rachy. Le message, il est très divers. Donc le travail de l'agence départementale du tourisme, c'est justement de communiquer sur ce département, mais pas forcément de manière unique. Et j'ai envie de dire aussi, quand les gens viennent, il faut qu'ils consomment le territoire. Donc il faut pas simplement qu'ils aient envie de venir et puis derrière, ok, on m'a promis un département magnifique à 1h30 de Paris, and so what ? Qu'est-ce que je fais ? Donc il faut de l'activité qu'on puisse réserver en ligne, qu'on puisse acheter, qu'on puisse commencer à imaginer depuis chez soi. Donc ça, notre travail, c'est ça. C'est d'aller chercher de la prestation qui plaise à plusieurs publics différents, de s'assurer qu'elle est réservable en ligne, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse être inspiré avant chez soi, et ensuite qu'on trouve le public pour l'acheter. Et le public, il est divers. Parce qu'on va pas vendre la même chose à un couple qui vient de prendre sa retraite et qui aura peut-être envie de venir visiter Troyes sous l'angle patrimonial, qui a une jeune famille qui va venir d'abord à Nigloland, et puis peut-être faire un peu de courses dans les centres de marque, et puis bien sûr visiter la cathédrale parce que ça va être un point d'orgue aussi et facilement accessible pour la famille. Donc notre rôle, c'est d'identifier ces pépites, de s'assurer qu'elles soient commercialisables et de trouver les canaux pour communiquer dessus. La difficulté, c'est que les Aubois nous disent « Ah vous ne parlez pas de nous ». Non, parce qu'ils ne font pas partie de notre canal cible. Et comme nous essayons de bien gérer l'argent public, nous allons centrer notre communication sur les gens qui doivent venir dans l'Aube. Donc c'est pour ça que, a priori, j'espère que vous n'avez pas de communication sur l'Aube, sur votre smartphone, sinon c'est qu'on aurait perdu de l'argent. Juste un mot pour terminer. Combien de visiteurs extérieurs au département chaque année dans l'Aube ? C'est compliqué. Si on associe les excursionnistes, on va dire 4-5 millions. Il faut différencier les gens qui viennent, qui traversent le territoire pour venir voir leur grand-mère et puis repartir et pas forcément visiter, de ceux qui vont passer une nuitée, alors une nuitée marchande, une nuitée non marchande. On a beaucoup de mouvements sur le territoire. On est un territoire de passage. La durée de séjour, elle est relativement faible. Les gens passent un peu moins de 2 nuits, on va dire.
c'est faible, mais en même temps, on a toujours été comme ça. On a toujours été un territoire de passage. C'est la géographie du territoire qui veut ça. Hein. On a des bassins versants qui font que on passe par l'Aube pour aller dans le sud. Donc, il faut surtout qu'on continue à faire passer les gens par l'Aube, à ce qu'ils s'arrêtent, et pas forcément à ce qu'ils y restent 15 jours, parce que, comme vous disiez, c'est pas forcément l'éthique du lieu de faire venir et rester les gens très longtemps, sauf peut-être pour y habiter. Merci Christelle Tariada pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous.